Fond de Latte. Je vous raconte l'histoire d'une infirmière qui donnait la mort, Christine Malèvre. C'est une histoire qui remonte à la fin des années 90. Elle était infirmière à Mantes-la-Jolie. Elle a été condamnée pour avoir, sans concertation, ni avec ses collègues, ni encore moins avec les familles, tué 6 de ses patients. Cette histoire est aussi l'histoire d'un grand malentendu, parce qu'au début, certains ont pu croire que c'était une madone de l'euthanasie. Eh bien, pas du tout. Vous verrez. Richard Palin. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Cette histoire commence en mai 1998 à l'hôpital François Quesnay de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, dans le service neurologie et pneumologie, au chevet d'un homme de 71 ans qui s'appelle Jacques Guiton. Il a un cancer du poumon, une sacrée merde. Il est condamné. Le médecin qui le suit a été très franc avec lui. Je suis désolé, monsieur Guiton. On est arrivé au bout de toutes les tentatives. Combien est-ce qu'il me reste à vivre, docteur? C'est difficile à dire. 1 semaine, 2 semaines maximum. Et sa famille aussi est au parfum. Ils ont 2 semaines maximum pour lui dire au revoir. Mais il ne tient pas 2 semaines. Le dimanche 3 mai, il s'éteint brutalement dans l'après-midi. Il s'éteint d'un coup. Personne ne l'a vu venir. L'équipe soignante est stupéfaite. Enfin, son état n'a pas pu se dégrader aussi vite. Enfin, c'est incroyable. Ouais, t'as raison, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui est pas logique. Et là, tout le monde se souvient que depuis le matin, l'une des infirmières, Christine Malèvre, a répété plusieurs fois. Oh, ça sera pour nous, le décès. Moi, je pense qu'il va pas tenir l'après-midi. Comment le savait-elle? Dans la foulée, une aide-soignante décide d'aller voir le chef de service, le docteur Hill. Entrez. Docteur Hill, pardon de vous déranger. Dites-moi, je voudrais vous parler et d'abord vous demander si vous trouvez pas bizarre que la plupart des décès qui surviennent dans le service arrivent quand Christine Malèvre est là. Vous êtes en train de me dire que selon vous, Christine a eu un rôle dans le décès du patient qui est mort aujourd'hui? C'est ça? Oui. Oui, on le pense. On est plusieurs à le penser. Et pas que pour celui d'aujourd'hui. Vous verriez la tête du docteur Hill. Il est stupéfait. Il tombe de l'armoire. Et d'autres membres de l'équipe viennent le voir. Mais vous avez des exemples précis antérieurs au décès de monsieur Guiton? Oui. Oui, en novembre dernier, par exemple, j'ai vu de mes yeux Christine injecter de la morphine à un patient. Une dose qui était prévue pour 12 heures, et elle l'a injectée d'un coup. Et le patient est mort dans les 24 heures. Je l'ai vu. Mais ce jour-là, vous n'y avez pas demandé de s'expliquer là-dessus? Si. Si, elle m'a dit qu'elle s'était trompée, que la seringue était partie toute seule. Et elle était assez paniquée par ma question. Je m'en veux d'avoir mis autant de temps à vous parler, mais vous comprenez, docteur, jusque-là, on avait que des doutes. On se disait c'est le hasard, mais aujourd'hui, on a des certitudes. Ça alors? J'en reviens pas. Vous devez savoir que depuis des mois, il y a une blague qui circule dans le service. On dit, tiens, Christine est là, ce sera pour aujourd'hui. C'est une affaire très grave. Cette infirmière Christine Malèvre abrégerait la vie de ses patients. Le docteur Hill va tout de suite en parler au directeur de l'hôpital, qui lui aussi tombe des nues. Il appelle immédiatement le procureur de la République. Écoutez, j'ai bien noté, monsieur le directeur. Envoyez-moi tout de suite une lettre circonstanciée. Et le directeur
se met à l'écriture de sa lettre. Une infirmière du service de neuropneumologie, Madame Christine Malèvre, est soupçonnée de pratiquer l'euthanasie active. Si la gravité des faits était avérée, cela justifierait une enquête. Et le même jour, le directeur convoque l'infirmière dans son bureau. Il est debout et il lui dit ce qu'il sait. « Mais enfin, monsieur le directeur, ce sont des rumeurs, tout ça. C'est infondé, j'ai jamais rien fait de tel. » « Écoutez, mademoiselle, je ne vous suspends pas pour l'instant, mais à compter de demain, vous irez travailler aux consultations externes. Si vous êtes coupable, mademoiselle Malèvre, je vous plains. » Voilà comment commence cette histoire. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Quand elle rentre chez elle, ce soir-là, Christine Malèvre se fait couler un bain chaud et ensuite elle écrit une lettre. « Je préfère partir de ce monde où l'on protège les salauds, où l'on accuse les innocents. Je pars ailleurs. À l'avenir, n'accusez pas sans savoir. » Elle avale 5 boîtes d'anxiolytiques, elle se plonge dans la baignoire et elle s'endort. Son compagnon la découvre plusieurs heures plus tard, elle respire encore. Il appelle le SAMU. Et Christine Malèvre est transportée en réanimation à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, celui où elle travaille, celui où on l'accuse. Dans les heures qui suivent, le directeur prévient la sœur de l'infirmière. Oui, vous devriez lui trouver un avocat, hein. Et, à titre personnel, je pense qu'il faudrait la placer dans un hôpital psychiatrique. Si vous ne le faites pas, je demanderai moi-même son placement d'office, d'accord? Ce qu'il fait, l'infirmière Christine Malèvre entre dans une clinique psychiatrique. Et le procureur charge la police judiciaire d'ouvrir une enquête. Le directeur réunit alors toute l'équipe et tous les cadres. Bien. Je vous demande à tous de vous mettre au service de la justice dans ce dossier. De ne rien cacher. De répondre à toutes les questions qui vous seront posées. D'accord? Toutes. Vous leur dites tout, même si c'est difficile à dire. Et les flics débarquent. Et ils commencent à interroger un par un les membres du service. Moi, je pense que Christine, elle a comme une attirance, oui, une attirance particulière pour les soins aux mourants. Moi, je dirais que sa présence aux côtés des mourants a toujours dépassé le cadre de son métier. Ça, c'est sûr. Par exemple, je l'ai vu aller à des enterrements de patients. Ah ben c'est simple, quand il y a une toilette mortuaire, elle est toujours volontaire. Elle demande toujours à la faire. Les policiers demandent alors la liste des morts survenus depuis 1997, date de l'arrivée de Christine Malèvre dans le service. Ils en comptent 198. C'est beaucoup, mais c'est un service de fin de vie. Et à côté, ils collent l'emploi du temps de l'infirmière. Et là, ça saute aux yeux. On meurt plus quand elle est là. Alors quelle est sa part ? Le 7 juillet, après 2 mois d'enquête, les policiers de la PJ convoquent pour la première fois Christine Malèvre. Elle arrive tout droit de sa clinique psychiatrique. Mademoiselle Malèvre, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placée en garde à vue. Et le commandant qui l'interroge se met à égrener un par un le nom des patients morts alors qu'elle travaillait dans le service. Lui, oui, c'est moi. Et elle aussi. Elle assume 30 décès. 30. Et par quelle méthode est-ce que vous avez procédé, madame ? Eh bien, à certains, j'ai injecté du chlorure de potassium,
Et à d'autres, j'ai administré des fortes doses de morphine. Des doses beaucoup plus fortes que celles qui étaient prescrites. Vous noterez qu'elle ne se cache pas derrière son petit doigt. Elle assume. Et naturellement, à l'issue de ses aveux, elle est présentée à un juge d'instruction, Richard Palin, qui la met en examen pour homicide volontaire. Même si devant lui, elle tente de mettre un petit bémol aux aveux qu'elle a faits en garde à vue. Vous savez, monsieur le juge, c'est un service qui est lourd et difficile. Alors disons que j'ai aidé un certain nombre de personnes à mourir. C'est un peu, et même pas mal en dessous, de ce qu'elle a dit aux policiers. Et le juge s'aperçoit par ailleurs qu'elle a avoué des décès survenus des jours où elle était absente. À éclaircir. En attendant, il décide de la renvoyer dans son établissement psychiatrique. Elle a quand même tenté de se suicider. Jusque-là, l'affaire est restée confidentielle. Mais avec la mise en examen, ça ne pouvait pas durer. C'est le journal Le Parisien qui sort l'histoire à la une le 25 juillet 1998. Avec ce titre, l'infirmière avoue l'euthanasie d'une trentaine de malades. L'euthanasie ? Alors que le juge, lui, l'a mise en examen pour meurtre, avec préméditation. C'est pas la même limonade, mais de fait, dans l'opinion, cette histoire vient réveiller le vieux débat sur l'euthanasie en France. Et le top départ est donné le soir même par le secrétaire d'État à la Santé, Bernard Kouchner, au JT de France 2. Je réagis avec tristesse, avec sérieux, mais avec compassion. Je pense que c'est un drame que nous pouvons, chacun d'entre nous, affronter. Dès le début de cette histoire, on parle d'euthanasie. Et à un moment, il faut que le procureur rappelle que ça n'est pas le sujet. On peut parler d'euthanasie avec cette réserve que c'est un mot qui ne figure pas dans le code pénal. Autrement dit, c'est un concept de Monsieur Tout-le-Monde ou même de gens éclairés, si vous voulez. Ce n'est pas un concept juridique. Ça veut dire en clair que si vous tuez une personne, d'ailleurs on a eu des affaires de ce genre qui sont passées devant les cours d'assises, mais qui concernaient un proche par exemple, qui avait abrégé les souffrances d'une personne, elle ne comparaissait pas pour euthanasie, elle comparaissait pour homicide volontaire et parfois pour assassinat. Ici on est sur des homicides volontaires. Ce hiatus entre est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est de l'euthanasie est le grand malentendu de cette histoire. Ce débat qui s'ouvre sur l'euthanasie, c'est pain béni pour la défense de Christine Malèvre. Pain béni. Et donc, ma foi, elle pousse son avantage, d'autant qu'elle est libre. 4 mois après sa mise en examen pour meurtre, hein, la voilà sur le plateau de La Marche du siècle, l'émission de Jean-Marie Cavada sur la 3. Un débat sur l'euthanasie. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, mademoiselle Malèvre? Et d'abord, pourquoi vous avez décidé de parler ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Bien, je crois que maintenant, le débat est ouvert et en tant qu'infirmière, ayant vécu auprès de malades qui souffraient, qui réclamaient à mourir, auprès de familles aussi, mon témoignage peut être utile aujourd'hui. Tout s'est fait dans un climat de confiance, avec des patients, avec toute une relation, des relations humaines se sont instaurées entre ces patients et moi. Et lorsqu'on n'a rien à proposer aux malades, pas de service spécifique, quand on sait que la médecine n'y peut plus rien, faut-il se défiler, faut-il laisser ces malades souffrir? Elle est là, toute gentille, toute douce, avec ses bonnes grosses joues. Elle ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'une empoisonneuse. On se dit qu'on voudrait la voir comme infirmière. Et en une soirée, elle devient la passionnariat des militants pro-euthanasie. L'association pour le droit de mourir dans la dignité lui apporte son soutien dès le lendemain. Et dans la foulée, elle reçoit 400 000 francs de dons. Les gens s'emballent. Dans leur tête un peu exaltée, cette gentille dame a gentiment aidé à mourir des petits vieux au bout du rouleau, qui lui réclamaient une piqûre à corps et à cri. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé ? On de la raconte, la suite de votre récit. Quand ils la voient à la télé, je peux vous dire qu'il y en a qui font des bonds sur leur canapé. Eh oui,
Les familles de tous ces gens qui sont morts. Alain Le Mahout, par exemple. Sa femme, Denise, avait 48 ans et un cancer du poumon. Elle est entrée à l'hôpital pour une chimio. Juste une chimio. Et elle y est morte. Il n'a jamais compris pourquoi. Et il se souvient très bien que cette Christine Malèvre était là. Alors il porte plainte. Et il prend un avocat. Maître Maurice. Présenter Christine Malèvre comme une victime, c'est profondément indécent vis-à-vis des victimes. À la suite de la constitution de partie civile de Monsieur Le Mahout, il y a 6 nouvelles parties civiles qui vont se constituer cette semaine, et je crois que nous aurons à ce moment-là un débat beaucoup plus équilibré par rapport à ce qui existe jusqu'à présent. Et dans la foulée, d'autres familles portent plainte. À commencer par la veuve de Jacques Guiton, le dernier patient. Et là, retournement de situation. Devant le juge Palin, Christine Malèvre n'assume plus que 4 morts. La Miss est revenue sur ses aveux. Et après, ma foi, la presse, qui jusque-là était plutôt du côté de l'infirmière, fait un brusque mouvement de balancier. Souvent, presse varie. Le magazine L'Express publie un article qui fait sensation et qui refroidit un peu les ardeurs de certains. Il est signé Anne-Marie Casteret. C'est une journaliste médicale qui a révélé entre autres l'affaire du sang contaminé. Son papier s'appelle « Mortelle compassion ». Et c'est un portrait terrible de Christine Malèvre. Chiffre à l'appui, Anne-Marie Casteret l'accuse d'euthanasie massive. Et elle révèle le tableau des décès et en parallèle l'emploi du temps de Christine Malèvre. Ça saute aux yeux. C'est beaucoup plus qu'un petit coup de main à des petits vieux au bout du rouleau. Et là, d'un coup, les journalistes changent de camp. Vous savez ce que c'est, hein? Tout est bon dans le cochon. Et la fée, d'un coup, devient sorcière. Et assez vite, on invente des expertises psychologiques de Christine Malèvre. C'est une personne à la dérive, qui souffre et qui tente de se sauver dans une sorte de mission. Et puis vient l'expertise psychiatrique. Elle tisse avec le patient une sorte de lien secret dans lequel se déroule une sorte de serment. C'est une perversion de la relation en dehors de toute hiérarchie, en dehors d'un tiers, sans aucune référence à la loi. Mademoiselle Malèvre se trouve ainsi en situation de donner la mort sans jamais en référer à personne. Depuis toutes ces révélations, la passionnariat a perdu du poil de la bête. Mais elle trouve un éditeur, Bernard Fixot, pour publier un livre, Mes aveux. Il paraît en mars 1999, soit 10 mois après sa mise en examen. Et la voilà sur Europe 1 pour en faire la promo chez El Kabbach. Il est tout juste 8h20. Jean-Pierre El Kabbach, vous recevez Christine Malèvre. Christine Malèvre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Infirmière, vous attendez en ce moment votre procès. Oui. Vous êtes mise en examen pour meurtre. Comment vous expliquez-vous ou vous définissez les gestes et les actes que vous avez faits vous-même? Le terme de meurtre me fait mal parce que je ne considère pas avoir tué ces patients. Je les ai aidés à mourir. Et le terme de tuer est un terme tellement dur, je ne peux pas m'y faire. Alors vous avez reconnu 3 ou 4 disparitions de votre propre fait? Oui. 3 euthanasies et un cas où j'ai agi de mon propre chef en augmentant une dose de médicaments sans prescription médicale. Devant le ou les policiers qui vous interrogeaient, vous avez reconnu une 30aine d'actes. Oui. Cette garde à vue a été un moment horrible, terrifiant pour moi, où j'ai paniqué, où j'ai perdu pied. Ça a été, j'étais face à un homme qui me considérait déjà comme une criminelle, qui me menaçait, qui brandissait des documents comme quoi il avait les preuves. Ce livre, évidemment, les avocats des familles de victimes tentent de le faire interdire. Enfin, mettez-vous à leur place. Cette femme est accusée d'avoir tué leurs proches. Et elle publie un livre et se donne le beau rôle. Elle fait croire qu'elle s'est retrouvée toute seule face à des malades abandonnés par leur famille. Mais c'est faux. Enfin, Didier Baudet, par exemple, il a veillé son père jusqu'au bout. Et sa femme aussi. Ils étaient là. Ils lui tenaient la main. On ne leur a rien demandé.
On ne les a pas consultés. Alors oui, ils sont choqués par ce livre. Mais le livre n'est pas interdit. Mais le juge d'instruction, lui, le juge Palin, il n'est pas là pour trancher un débat de société. Il est là pour dire si Christine Malèvre a tué, avec ou sans concertation avec ses collègues, avec ou sans concertation avec les familles, avec ou sans concertation avec les malades, des patients de son hôpital. Et donc il désigne des experts pour rendre un rapport statistique. Un rapport qui met en parallèle la mort de patients et la présence de l'infirmière dans le service. Et ce rapport confirme le tableau déjà dessiné par les policiers. Quand elle est présente, on meurt plus dans cet hôpital. Ensuite, il désigne un médecin expert et le charge de se pencher sur 21 cas suspects. Et ce médecin démontre qu'à partir des fiches de soins, dans les 21 cas, la souffrance et la douleur étaient parfaitement prises en charge par l'hôpital. À un moment, le juge hésite. Est-ce que je fais exhumer les corps pour réaliser des autopsies? Et puis il se dit à juste titre, ça ne sert à rien. Parce que de la morphine, on va forcément en retrouver puisque tous les malades du service en prenaient. Et on sera incapable de la doser. Et de dire à un moment si elle a un peu poussé sur la seringue. Quant au chlorure de potassium qu'elle a utilisé pour en finir, il en faut une si petite dose qu'elle sera indétectable. Et donc on fiche la paix aux morts, ils restent là où ils sont. Et puis à un moment, le juge décide de reconstituer un geste que Christine Malèvre a décrit en interrogatoire. Un geste malheureux, dit-elle, pratiqué sur une certaine Dominique Kosman, qui était en phase terminale d'un cancer, et qui pour elle est un accident. Eh bien, j'étais en train de lui administrer de la morphine et la dose est partie d'un coup. D'un coup. Eh bien, vérifions. Le juge fait venir tout le matériel dans son bureau. La pompe à morphine, la seringue qu'on met dedans, la poche de produits, et il lui demande de refaire le geste. Ah, allez-y, Madame Malèvre. Procédez comme vous avez procédé ce jour-là. Allez-y. La machine qui actionne la seringue ne peut pas produire une surdose. Elle peut augmenter un peu la dose de morphine, mais pas vider toute la seringue d'un coup. Donc, elle l'a sortie de la machine. Et d'ailleurs, une de ses collègues témoigne que ce jour-là, elle a trouvé la seringue hors de la machine. Vide. C'était une grosse seringue. Allez-y, Madame Malèvre. Allez-y, appuyez sur la seringue pour évacuer le produit. On vous regarde. Et là, elle appuie sur la seringue comme un soudard. Mais c'est une grosse seringue avec un tout petit orifice d'évacuation. Et c'est dur. Elle n'y arrive pas. Il lui faut un temps fou. Et beaucoup de force. Donc ça n'est pas un geste accidentel. C'est un geste volontaire. Conclusion du juge après cette reconstitution. C'est une meurtrière. Et sa place est en prison. Parce que jusque-là, elle était libre. Et le soir même, elle dort à la maison d'arrêt de Versailles. Pas longtemps, hein. Son avocat demande immédiatement sa remise en liberté et 8 jours plus tard, il l'obtient. Quand elle sort de prison, Christine Malèvre pourrait se dire « Je vais m'en sortir ». Erreur, car dans la foulée, au contraire, sa responsabilité est aggravée par le juge. Elle était mise en examen pour meurtre, la voilà mise en examen pour assassinat. Elle a voulu tuer. Et désormais, donc, elle risque la perpétuité. Après 1 année et demie d'instruction, le juge Palin a retenu 11 dossiers. 11 dossiers dans lesquels il paraît clair que l'infirmière a donné la mort. Mais finalement, la chambre de l'instruction n'en retient que 7. 7 dossiers dans lesquels il paraît clair qu'elle a poussé la seringue, volontairement. Ça n'est donc plus une madone de l'euthanasie. C'est une tueuse en série. Alors comment va-t-elle se défendre? Elle prend un nouvel avocat, maître Charles Liebman, un ténor du barreau de Paris.
qui plus est membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Il lui propose une nouvelle stratégie. On va plaider que vous êtes innocente, Christine. Mais vous n'avez rien fait. Ils auront beaucoup de mal à prouver l'inverse. Le procès est programmé pour janvier 2003 devant la cour d'assises de Versailles. Et Christine Malèvre comparaîtra libre. Dès le premier jour d'audience, le grand malentendu de cette histoire explose au grand jour. Finalement, Christine Malèvre veut bien assumer 2 décès, celui d'Hubert Bruyel et celui de Patrick Auguel. Je n'ai fait que soulager leur souffrance. À leur demande, je précise. Et là, l'avocat de la famille Bruyel, maître Olivier Maurice, bondit. Enfin, c'est faux. Hubert Bruyel n'était pas en fin de vie du tout. Elle vient d'affirmer qu'il était dans le coma depuis 24 heures quand il est mort. C'est faux. Elle ment. Le président demande alors à Christine Malèvre de préciser dans quelles conditions est mort Patrick Auguel. Eh bien, à 14 heures, il m'a dit qu'il fallait que je l'aide à partir. Là, maintenant. Et donc, je lui ai administré du chlorure de potassium. À 15h15, il était mort. Mais là encore, ça ne tient pas. Selon les médecins, Patrick Auguel ne pouvait plus parler. Et sa veuve vient enfoncer le clou à la barre. Et enfin, Patrick n'aurait jamais demandé ça à une inconnue. Il me l'aurait demandé à moi. Je suis infirmière. Il me l'a jamais demandé. Elle est infirmière et elle est sa femme. Et donc on la croit. Et une autre veuve, Nicole Guiton, vient dire à peu près la même chose. Pourquoi est-ce que mademoiselle Malèvre ne s'est pas adressée à moi? Alors que depuis le matin, elle assurait toutes les aides-soignantes que mon mari allait mourir. À cause d'elle, j'ai même pas pu lui dire adieu. Mais, parmi les victimes, il y a aussi des gens qui la défendent. Le veuf, par exemple, de l'une des 7 victimes, qui a refusé de porter plainte. Madame Malèvre s'est occupée de ma femme pendant 6 mois. Je l'ai trouvée très compétente et je n'ai aucun soupçon sur elle. Même attitude chez un frère d'un autre patient de 29 ans mort d'un cancer du poumon. Elle s'occupait de lui alors qu'il n'était pas dans son service. Je ne lui en veux pas du tout. Au total, 70 témoins défilent à la barre, dont beaucoup de ses collègues qui enfoncent le clou. Aucun, vous entendez, aucun ne la défend. Le 5e jour, l'euthanasie est de retour dans le débat, avec le témoignage de la psychologue Marie de Henzel, connue pour ses positions en faveur du droit à mourir dans la dignité. Elle a rencontré Christine Malèvre 1 heure, mais elle a une opinion. Ça n'est absolument pas un monstre ou un serial killer. Je dirais que c'est une idéaliste déboussolée qui s'est fixé une mission imaginaire. Mais vous condamnez ces actes, madame. Oui, je ne peux pas les cautionner. Mais on ne peut pas les juger sans les restituer dans un cadre sociétal. Viennent ensuite les experts psychiatres. Un premier expert. Je dirais qu'elle projette sur les autres ses propres souffrances. Et un deuxième expert psychiatre. Elle a l'impression que les autres soignants n'ont pas la même responsabilité qu'elle. Elle a l'impression que le système s'en fout. Elle se dit dévouée corps et âme, d'où l'idée d'aider les malades à moins souffrir. On approche de la fin. L'avocat général se lève pour son réquisitoire. À l'issue de 2 semaines d'audience, je dois reconnaître que je ne sais pas qui est Christine Malèvre. Je ne suis pas parvenu à cerner sa personnalité. Est-elle une pauvre fille dépassée par la situation ou est-elle une tueuse méthodique? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'elle a donné la mort et en conséquence, je vous demande de la condamner à une peine qui ne saurait être inférieure à 10 années de réclusion criminelle. 10 ans?
Les familles sont stupéfaites. Elles s'attendaient à plus de soutien de l'avocat général. Va-t-elle être acquittée? Après la plaidoirie de son avocat, Maître Liebman, qui plaide l'innocence d'un bout à l'autre, le suspense est total. Le délibéré dure 4 heures. Et à l'issue, elle est reconnue coupable de 6 des 7 assassinats. Vous êtes condamnée, Madame Malèvre, à 10 années de réclusion criminelle et à une interdiction à vie d'exercer le métier d'infirmière. Je vous remercie. L'audience est levée. 10 ans. Elle fait appel. Elle est rejugée en octobre 2003 par la Cour d'assises de Paris. Et après 7h30 de délibéré, sa peine est alourdie. Madame Malèvre, vous êtes condamnée à 12 années de réclusion criminelle et à une interdiction à vie d'exercer votre métier d'infirmière. Finalement, Christine Malèvre n'a passé que 4 années en prison. Elle est sortie en 2007. Depuis, elle s'est mariée et elle est devenue comptable. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. À plusieurs reprises dans cette histoire, j'ai évoqué le juge Richard Palin, qui est le juge d'instruction de cette affaire Malèvre. Il a accepté aujourd'hui de revenir plus de 20 ans après le début de son enquête sur les faits et sur son instruction. Est-ce que Monsieur Palin, j'ai réveillé des souvenirs, ou est-ce que vous vous souvenez de toute cette histoire? Parce que c'est pas banal dans la vie d'un magistrat instructeur, comme affaire. Ah non, vous avez réveillé des souvenirs parce que, comme vous le dites si bien, l'eau a coulé sous les ponts, ça fait maintenant 20 ans, donc il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas gardées en mémoire et d'autres, en revanche, qui sont assez claires dans ma tête. Alors, je voudrais revenir à ce moment particulier qui est le moment où le débat sur l'euthanasie démarre à la télévision, à la radio, dans les journaux. Il y a d'abord la prise de position de Bernard Kouchner. Ensuite, il y a l'émission La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada. Vous la regardez, cette émission? Non, je regarde pas. Je regarde pas et je participe. Par principe? C'est quasi un principe. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais je trouvais que ça polluait ma réflexion. Et puis, mon travail de juge d'instruction, c'est avant tout de bâtir un dossier, donc de rechercher des preuves. C'est un travail long, minutieux. Ça se résume pas à des échanges d'arguments entre les pros et les contre euthanasie. Donc c'est pas mon débat et j'ai pas envie d'y participer. J'ai pas envie de savoir ce qui se dit. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui se dit dans mon cabinet d'instruction avec Christine Malèvre, assistée par son avocat, au vu des éléments que moi j'ai déjà dans le dossier. Kouchner, il vous énerve à ce moment-là? Non, il est pas dans son rôle. Il est dans son. Si c'est un débat sur l'euthanasie, il est dans son rôle. Mais moi, ce que je vais découvrir au fur et à mesure, c'est qu'on est peut-être très loin de l'euthanasie et que ça n'a peut-être aucun rapport avec l'euthanasie. Alors, la société française, manifestement, à cette période, est prête à avoir ce débat. Ce dossier déclenche ce débat, mais moi, j'ai pas à y participer et c'est pas mon rôle et j'ai rien à apporter. Et le livre, alors? Ça, le livre, c'est un cas quasi unique parce que lorsqu'on est mis en examen pour assassinat, il est absolument impensable en France qu'un éditeur accepte de publier un livre. Mais là, oui. Je l'ai pas lu non plus. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, moi, j'ai déjà entendu Christine Malèvre à plusieurs reprises. Je crois avoir lu, et je me souviens à peu près que nous avions j'ai effectué 8 interrogatoires, si je me souviens bien. C'est une trentaine d'heures d'interrogatoires. On a eu le temps de s'expliquer, si vous voulez. Donc le livre, c'est forcément un plaidoyer pro domo. Mais ce plaidoyer pro domo, moi, ne m'intéresse pas. On va le mettre en relation et en rapport avec ce que moi j'ai dans mon dossier. Et je vous le dis, je suis toujours à la recherche de preuves depuis le début, que ce soit des preuves testimoniales ou des preuves objectives, dont vous avez parlé tout à l'heure, ce sera la reconstitution. C'est difficile quand même, j'imagine, quand un débat comme ça s'empare de la société, s'empare des médias. On imagine que ça serait aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de rester froid. Je vais vous dire que je ne regarde pas la télévision, et j'écoute pas la radio, je lis pas la presse, donc je ne participe pas au débat. Et d'ailleurs, si j'y participais, je ne serais pas en capacité et en mesure d'instruire un dossier avec l'objectivité, l'impartialité qui s'impose.
Moi, je ne suis pas centré sur un débat de société, je suis centré sur la situation personnelle, juridique, pénale de Christine Malève. J'ai en face de moi une personne. Et cette personne, il faut que je détermine si les faits qui lui sont imputés ou reprochés, ils sont établis ou ils ne sont pas établis. C'est ça tout mon travail d'enquête. Dès la mise en examen, vous partez néanmoins, avant que vous ne connaissiez véritablement l'enchaînement des faits, vous partez sur meurtre avec préméditation. À partir de quand est-ce que votre conviction est claire que cette femme a fait beaucoup plus que pousser une petite dose au bout de sa seringue parce qu'un patient lui disait « je veux mourir, je veux mourir ». Le cheminement, pardonnez-moi, est un petit peu plus complexe. Quand le dossier est ouvert à mon cabinet un jour de permanence comme tant d'autres, je sais seulement, parce que le procureur me l'a dit, que ce jour-là, on va ouvrir une information judiciaire à mon cabinet pour euthanasie. L'euthanasie, ça n'existe pas en droit français. C'est meurtre ou assassinat. Mais à partir du moment où on parle d'euthanasie, et c'est le courrier qui avait été adressé par le directeur de l'hôpital, et qu'on qualifie de meurtre, c'est-à-dire qu'on retient la qualification la moins grave, à défaut de dire la plus douce. Et donc, dès le départ, quand je reçois Christine Malève, qui d'ailleurs va dire très peu de choses lors de son interrogatoire de première comparution où elle est assistée par ses avocats, et je ne l'interroge pas. Je ne l'interroge pas pour deux raisons. La première, c'est qu'elle me dit, elle me fait dire par ses avocats dès avant qu'elle ne répondra pas à mes questions, mais qu'elle va simplement faire quelques déclarations qu'on appelle spontanées dans notre jargon. Et puis, dans un deuxième temps, je prends en considération le fait que je sais qu'elle a fait une tentative de suicide, qu'elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique depuis 2 mois, et il est hors de question, si vous voulez, d'ailleurs il n'y a pas de raison que les choses se passent ainsi, il est hors de question que notre entrevue ne soit pas autrement marquée que par le sceau de la courtoisie. Donc il y a dès le départ, et parce que c'est peut-être une affaire d'euthanasie, et parce que le dossier au départ, même s'il est extrêmement bien fait par les enquêteurs du SRPJ Versailles, qui sont la crème des enquêteurs, s'il est très bien fait, il est quand même pas complet. La preuve, c'est qu'on ouvre une information judiciaire. Donc je sais parfaitement qu'il y a un travail important qui m'attend, et pour être très clair, je ne suis pas mal disposé à l'encontre de Christine Malève, et je me dis même qu'elle a peut-être raison contre tout le monde. Donc vous ne fermez aucune porte au début de votre enquête. Vous-même, ce que j'entends là, c'est que vous avez une oreille qui est un peu ouverte sur cette question de l'euthanasie. Alors, non seulement je ferme aucune porte, mais j'ai envie de dire, je les ouvre toutes. C'est-à-dire que avant de concevoir mon dossier et d'avancer au fur et à mesure, il va falloir que j'entende Christine Malève, qu'elle me donne ses argumentations, sa vision de des actes qu'elle a pu commettre, d'abord qu'elle me dise ce qu'elle a fait. Parce que je vous rappelle qu'en première comparution, quand je l'entends pour la première fois de façon très très succincte, elle reconnaît très peu de choses. Et que les 20 ou 30 cas qu'elle avait pu citer à la louche comme cela devant le SRPJ Versailles, on n'en parlera plus jamais. Donc il va falloir qu'à rebours, je reconstitue un dossier, et il ne suffit pas de dire, il faut prouver. Et prouver des euthanasies alors que les scènes se passent par définition sans témoin, et que la personne qui a été euthanasiée évidemment n'est pas là pour nous dire ce qui s'est passé, eh bien ça nécessite des recherches à la fois techniques sur le plan médical, sur le plan de la personnalité, et puis entendre toutes les personnes qui ont pu travailler aux côtés de Christine Malève et qui par bribes ont surpris des éléments qui leur paraissaient incongrus ou incompatible avec un exercice normal de la profession d'infirmier. Richard Palin, vous avez été le juge d'instruction qui a mené cette enquête. Ce point-là est essentiel. Vous avez réussi à démontrer dans votre bureau, en sa présence et en présence de ses avocats, qu'il n'est pas possible de déraper quand on fait une injection de morphine. Parce que c'est ça la vérité. Si on veut vraiment injecter toute une grosse seringue de morphine à quelqu'un, il faut vraiment le vouloir et appuyer dessus longtemps. C'est ça, hein ? Alors, pour être très clair, j'avais dit à Christine Malève, à l'origine, quand je lui avais notifié sa mise en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre, je lui avais dit, et après quand je l'avais entendu, écoutez mademoiselle, je veux bien vous croire, je veux bien entendre ce que vous me dites quand vous décrivez un service qui dysfonctionne, un mouroir, et les raisons pour lesquelles vous avez été amené à agir.
Mais si un jour je vous prends en défaut, alors vous perdrez cette confiance et le dossier prendra une autre tournure. Et en fait, il n'y avait pas d'éléments objectifs dans le dossier. Il n'y avait que des témoignages de collègues qui avaient surpris, des gestes inappropriés, il y avait ses propres réponses, il y avait quelques éléments médicaux, mais on avait très peu de choses. Et moi, j'attendais, à un moment ou à un autre, pour faire la part de l'eau, la part du feu, j'attendais quelque chose qui soit objectivement indiscutable. Et elle avait décrit, Christine Malève avait décrit, à l'occasion de ses interrogatoires, une certaine circonstance où elle avait été amenée à augmenter légèrement la dose de morphine d'un patient, et puis la seringue était partie en ce qu'on appelle techniquement en bolus, c'est-à-dire que l'intégralité du contenu de la seringue s'était échappée dans la tubulure, et ça avait provoqué, puisque c'était de la morphine, une overdose. Une overdose tout simplement par arrêt cardiaque. Et donc c'était, comme elle m'avait décrit la scène, j'avais décidé, seul élément objectif que je pouvais essayer de reconstituer, j'avais décidé une reconstitution dans mon bureau. Donc j'avais fait venir un certain nombre de personnes, techniciennes, Christine Malève, ses avocats, et puis tout le matériel pour ce faire. Sauf que ça paraissait quasi évident, et vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure dans votre présentation, les liquides sont incompressibles. La seringue contient un certain nombre de millilitres de produits, mais le chat de la seringue, le trou de la seringue, est très étroit. Très, très étroit. Donc, vous pouvez vous asseoir dessus, même si vous pesez le poids d'un éléphant, si vous voulez, ça ne peut pas partir en bolus. Donc, il faut appuyer fortement, longuement pour pouvoir augmenter même légèrement le débit de seringue. Et là, si vous voulez, c'était la preuve que sur ce point, en tout cas, elle m'avait menti. Et à partir du moment où elle m'avait menti sur ce point, l'ensemble de sa défense, de sa stratégie n'était plus recevable de la même façon, parce qu'elle pouvait avoir menti, et c'était le cas, je pense, sur d'autres sujets. C'est ce fameux moment où vous la prenez en défaut et vous ne la croyez plus du tout. Sa parole est remise en doute. Et tout ce qu'elle a pu me dire antérieurement, que ce soit sur le fonctionnement du service, sur ses relations avec les patients, sur un certain nombre d'éléments techniques, tout ça, tout d'un coup, est frappé du sceau de la suspicion. Alors, qu'est-ce que je fais? Et c'est très symbolique, pour marquer le coup. Je l'incarcère le soir même. C'est-à-dire que je lui signifie que le dossier a changé de physionomie, il a basculé en quelque sorte, il y avait d'autres éléments qui vont faire basculer le dossier, mais il a basculé. Nous ne sommes plus dans un dossier dont on pouvait considérer que c'était un dossier d'euthanasie et qui pouvait permettre de lancer un grand débat national sur l'euthanasie. Nous sommes dans un dossier criminel, c'est-à-dire une jeune infirmière qui, pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont, à mon sens, et ce que disent les expertises de nature psychologique, s'est laissée aller à une dérive qui est pénalement répréhensible. Je commets peut-être une petite erreur stratégique, puisque je ne lui notifie pas ce jour-là une qualification d'assassinat. L'assassinat, c'est la préméditation, mais si vous voulez, et tout le monde l'entend, une qualification de meurtre, c'est une chose, une qualification d'assassinat, c'est pire. Ça a une autre connotation, c'est autre chose. Au procès, l'avocat général dit quelque chose que j'ai rarement entendu dans la bouche d'un avocat général. Au bout de 2 semaines de procès, il dit « Je dois reconnaître que je ne sais pas qui est cette femme, je ne suis pas parvenu à cerner sa personnalité. » Est-ce que vous diriez ça, vous aussi? C'est-à-dire que moi j'ai lu les expertises psychiatriques et médico-psychologiques. Oui. Et le dossier, le deuxième point de basculement, qui d'ailleurs je crois intervient avant la reconstitution, ce sont les expertises médico-psychologiques et psychiatriques. Et elles donnent la clé, à mon sens, elles donnent la clé. Moi je ne suis pas expert psychiatre, je ne me permettrai pas d'intervenir sur ce point ou d'avoir le moindre jugement. Mais les experts nous disent quoi, ce que j'ai retenu en substance? Une jeune femme qui est en grande souffrance personnelle, qui ne supporte pas la souffrance des autres et qui éteint la souffrance réelle ou supposée des patients pour éteindre sa propre souffrance. Voilà moi ce que j'ai retenu, puisque vous avez rappelé les termes des expertises psychiatriques tout à l'heure. Donc, à mon sens, c'est la clé. C'est la clé, c'est le ressort psychologique qui fait de Christine Malève, non pas, comme certains ont voulu l'appeler, la madone ou la représentante ou la porte-parole de l'euthanasie, mais simplement une jeune fille qui est en grande perdition. Alors je voudrais dire à ce sujet quelque chose qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment dit au procès, même quand on m'a cité à la cour d'assises, la question n'a pas été abordée et je le regrette.
le service dans lequel travaillait Christine Malève était loin d'être un mouroir. C'était pas un service de fin de vie, c'était un service dans lequel des gens guérissaient, qui étaient en rémission, qui sortaient de ce service. Les gens ne mouraient pas tous. Ça, c'est une inexactitude. En revanche, un service extrêmement difficile. Et moi, j'avais entendu de très nombreux, l'ensemble des aides-soignants et puis des infirmiers et infirmières qui étaient là, et c'était très souvent, la plupart, de jeunes personnes, de jeunes filles. Et je me disais quand même que confier à ces jeunes personnes des services, des responsabilités aussi lourdes, où effectivement, il y avait un nombre de décès qui était important, je crois qu'il y en avait eu en 97-83, la mort était quand même omniprésente. Et je trouvais que c'était une tâche extraordinairement lourde pour de jeunes femmes qui avaient pour la plupart moins de 30 ans. Et Malève avait moins de 30 ans. Quand le verdict tombe, 10 ans, premier verdict, 12 ans, verdict d'appel, d'abord vous vous informez, on vous tient au courant, parce que je sais qu'il arrive que les magistrats instructeurs soient pas tenus au courant de la suite. Enfin, ça vous paraît collé? Alors oui, je l'apprends, ça c'était pas très difficile. Quand je vous dis que il suffit d'allumer la radio. J'écoute pas la radio sur les affaires qui m'intéressent, non, mais enfin quand même je me tiens un petit peu informé de l'état du monde. Après, si vous voulez, moi je suis pas intéressé au quantum de la peine. Le travail du juge d'instruction, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, c'est d'instruire un dossier qui concerne en l'occurrence une personne particulière, d'essayer de recueillir des éléments d'information. Et puis ces éléments d'information, je les transmets, je les communique à une juridiction de jugement qui va dire si ça correspond à des preuves. D'accord, monsieur Palem, enfin quand vous entendez 10-12, vous vous dites tiens, c'est juste, elle aurait pu prendre 20, assassinat 10-12, c'est assez rare. La qualification d'assassinat suggère qu'on commence à s'approcher de la perpète. Oui, mais c'était quand même très symbolique. La qualification d'assassinat, ça ne changeait pas le fond du problème. Ça ne changeait pas la difficulté d'exercice du métier, ça ne changeait pas la personnalité de Christine Malève, et il y avait beaucoup à dire sur la personnalité de Christine Malève. Moi, je crois qu'une des erreurs en termes de stratégie de défense de Christine Malève, c'est d'avoir changé d'avocat et d'avoir rejoint le club de ceux de l'association ou le club de ceux qui pensaient que c'était un dossier d'euthanasie. Et je pense que ce dossier méritait qu'on se consacre à Christine Malève. C'était son dossier à elle. C'était pas un dossier emblématique d'euthanasie. Et je pense qu'il fallait pas. C'était une erreur d'élargir le débat. Monsieur Palin, j'ai une dernière question pour vous. J'ai noté qu'aujourd'hui vous êtes devenu parquetier, c'est-à-dire que vous êtes du côté du procureur. Vous avez changé de camp. C'est pas courant ça non plus. C'est plus intéressant, juge d'instruction, non? Il y a un âge pour tout, faut être raisonnable. mais surtout, si vous voulez, c'est assez fréquent dans la magistrature. Et puis, on peut très bien exercer le métier de parquetier avec le même état d'esprit, la même indépendance d'esprit que quand on est juge d'instruction, c'est-à-dire chercher la vérité sans s'accrocher à des idées toutes faites ou à des postures. Merci beaucoup Richard Palin de m'avoir accordé ce petit moment tant d'années après sur cette affaire Christine Malève. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.